Je passe ça ce soir, un petit peu différemment. Plutôt que de rentrer directement dans les questions, je me voyais mal, hem, commencer un live comme si on n'était pas confronté à cette réalité-là qui se passe, en Ukraine, en Russie. Hem et je me permets une petite, je dirais un aparté pour commencer ce live-là, parce que ça m'affecte beaucoup et je peux vous dire que dans mon histoire, moi, personnellement, je me suis pas beaucoup intéressé à la politique, dans ma vie. Je vous dirais que c'est assez récent, depuis moins d'une dizaine d'années que j'ai commencé à m'y intéresser plus et tout simplement parce que je sentais que ça me dépassait. Je sentais pas que je comprenais réellement les enjeux, puis je sentais pas que mon opinion valait quelque chose et certains vont dire: «Ouais, non, toutes les opinions comptent», mais dans ma perception des choses, j'avais pas l'impression que j'avais la capacité à avoir un regard qui était suffisamment développé, pour avoir une opinion qui vaut quelque chose. C'est facile d'avoir une opinion, c'est facile de croire en quelque chose, c'est facile de défendre quelque chose, mais se demander: «Est-ce que ton opinion est appuyée sur quelque chose de valable? Est-ce que tu as les connaissances nécessaires pour ça?» Pour moi, c'est important, puis j'avais jamais vraiment senti ça. Mais ce sentiment-là s'est développé au cours des dernières années pour moi, puis je suis rendu, extrêmement intéressé par la politique, parce que, je pense avec le temps, puis je pense avec ma propre maturité, en général, j'ai réussi à faire suffisamment de liens pertinents pour moi entre la psychologie, individuelle, la psychologie de groupe et la politique, qui est un autre niveau de complexité et c'est rendu pour moi, non seulement évident certaines choses, mais c'est quelque chose qui m'habite autant que la psychologie individuelle maintenant. Puis je m'attendais pas à ça, hein, mais bon, on avance, hein, on prend de la maturité, puis ça fait partie de mon chemin, j'imagine et ça me touche particulièrement ce qui se passe, en Ukraine parce que, très personnellement, je pense qu'on on est dans un monde très confortable. Je suis dans un monde hyper confortable, puis on n'a pas vécu de grands traumas, hein, ma génération, évidemment, les générations plus jeunes. Donc, on est un peu néophyte dans qu'est-ce qu'une souffrance terrain, réelle, manquer de quelque chose. C'est théorique, c'est dans les livres, d'histoire, et je pense que la COVID a pu, je dirais peut-être préparer cet éveil-là, là, à la souffrance qui se déroule à l'extérieur de l'immédiat, de notre famille, de notre propre pays, de notre propre région et je pense que pas juste moi, mais je pense que le monde est en choc présentement et j'aimerais parler de ça en commençant. Hem, pour moi, ce qui se passe en Ukraine, heu, c'est une sorte de reality check qui consiste à dire que nous sommes réellement dans un monde physique, avec des ressources réelles qui peuvent manquer, avec des agresseurs réels, pas fictifs, pas des pseudo-agresseurs, pas «je me suis senti agressé», OK, qui est un autre monde dont je parle souvent dans mes lives. On est dans des courants là, actuellement et ce qui se passe en Ukraine clash, grossièrement avec cette idée-là de souffrance qu'on a. Là, on assiste à qu'est-ce que de l'oppression? Qu'est-ce que de la souffrance? Qu'est-ce qu'avoir peur pour son intégrité? Et ce reality check-là, hem, vient à point parce qu'on est sur des dérives de qu'est-ce que de la violence, en fait. On a redéfini, en fait, il y a plusieurs courants et groupes qui ont redéfini la notion de violence et donc la notion d'oppression et on est en espèce de conflit interne pour toutes sortes de raisons qui ont la plupart ont très, très peu de sens et très, très peu de fondements réels. Et là, on est sur une planète qui est de plus en plus petite et on est tous face à ce spectacle-là,
d'un rouleau compresseur qui a toute la puissance du monde pour rouler sur qui il veut, littéralement, et on est face à ça. Et je pense que les humains sont en choc, non seulement par empathie, mais que ça fait remettre en question sur: voici de la violence, voici de la souffrance, voici se faire enlever quelque chose, réellement. Pas le concept de, pas dirigé par aucune perception idéologique, ce que je vais appeler de façon très brute la réalité versus la fiction des courants qui sont véhiculés présentement. En ce moment, on est en dur retour de la réalité. Et, je pense beaucoup à ça. Euh, je pense que plusieurs penseurs, philosophes, chercheurs s'entendent que possiblement quelque chose peut se jouer pour l'humanité au complet présentement avec ce qui se passe en Ukraine. Évidemment, hein, c'est immédiat non seulement avec la technologie, les médias sociaux, avec les courants, on a immédiatement transformé le chef d'État ukrainien en héros. C'est une réaction normale. Je ne dis pas que ce n'est pas un héros, mais on voit des phénomènes classiques de déification, puis de clan, puis de prise de position pour se rassurer. Il y a tout ça qui se déroule là, présentement, principalement virtuellement, mais notre cerveau sait que ce qui se passe, ce n'est pas que virtuel. Ça prend racine dans la réalité. Cette fameuse réalité-là qu'on travaille tous ensemble à fuir le plus vite possible dans toutes sortes de mondes irréels, imaginaires qu'on se fait et dans le monde virtuel qui a à notre disposition et qui prend de l'ampleur. Il y a plusieurs sous-sujets, puis on pourrait passer plusieurs heures à en discuter, puis pour moi, c'est absolument incontournable. À quoi bon faire un live sur la psychologie si on n'est pas capable d'apprendre sur ce qui se passe présentement? Euh, un des chocs qu'il y a, je pense pas qu'il est vraiment conscient là, de façon généralisée. Non, en fait, non. Je suis sûr qu'il n'est absolument pas conscient de façon généralisée en ce moment, mais c'est évident qu'il y a des pays mieux préparés que d'autres à faire face à des envahisseurs potentiels. Et, c'est un peu normal parce que quand on vit dans une période de prospérité et de calme et d'hypersécurité, on perd l'idée que tout ça n'est qu'une construction, puis qu'il faut travailler à garder cette espèce de forme-là à l'intérieur d'une organisation, à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur d'une équipe. Et on a complètement, mais complètement perdu ça en Occident, présentement, particulièrement en Amérique du Nord. Et je dirais même que le Canada est rendu à une autre étape de à quel point on est rendu sur une autre planète qui n'est absolument pas sur la réalité. Quand des gens en général ou une société en général devient hyper confortable et développe de moins en moins de responsabilités, de buts communs, ben, des humains sont toujours obsédés par la croissance puis l'augmentation de leur statut social. Donc, c'est là où émergent des conflits internes. Et malheureusement, les leaders actuels cèdent au courant actuel euh, euh, et priorisent des choses qui ne sont pas importantes versus, par exemple, avoir des buts communs. Par exemple, heu, ne pas s'asseoir sur ce confort-là, puis continuer à travailler sur ce qui nous a rendus forts, par exemple, comme société. Donc, on priorise des choses qui nous divisent complètement, des politiques, qui nous divisent complètement, puis on crée des guerres, qui et qui sont soutenues par des activistes et qui sont soutenues par une réalité qui est pas là, qui n'est pas soutenue de façon empirique, qui n'est pas soutenue reliée soutenue par des faits, ni même par de la science. Puis on promouvoit ces espèces de divisions-là entre groupes. Donc, on se trouve des micro-guerres entre groupes. Puis là, puis là, tout ça, évidemment, déguisé sous le couvert de plein d'affaires, comme toutes sortes de vertus. C'est un choix.
Mais là, on a directement en plein visage, qu'est-ce qu'un envahisseur? Qu'est-ce que de la réelle oppression? Et qu'est-ce que ça demande de résister à ça? Hem, c'est ce qui me vient lorsque je regarde, le spectacle horrible en ce moment. Hem et au Canada, on peut pas avoir une organisation puis un leadership qui est plus mou que ce que nous avons. C'est difficile de trouver plus mou que ça, avoir moins de colonnes que ça. C'est pas de la faute aux Canadiens en soi. C'est une question de leadership, directement. Et et Trudeau est l'antipode de ce dont on a besoin dans une organisation, dans un groupe. C'est l'antipode de ça. Et on ne réalise pas à quel point un pays, c'est une équipe comme une autre. Elle est compliquée comme équipe, mais c'est une équipe. Puis une bonne équipe, ça prend des joueurs qui ont des forces différentes, qui se complètent dans leurs forces. Donc, ça prend des vraies forces. Et tout ça doit être synchronisé avec des objectifs communs qu'on valorise. Et pour ça, ça prend un bon leader qui nous inspire à faire ça parce que c'est extrêmement difficile. On n'a pas ça. Et c'est facile à voir. Lorsque des organisations, des réunions de leaders mondiaux, je veux dire, c'est pas un secret pour personne à quel point c'est difficile pour Justin Trudeau de créer des contacts, de créer des associations, des alliances avec les autres leaders du monde. On peut pas survivre dans une si petite planète sans capacité d'avoir un leader qui est capable de nous connecter, d'avoir des alliés un petit peu partout dans le monde. C'est une équipe qui en aide une autre, qu'on fait des alliances, on fait des partenariats. C'est un travail d'équipe entre les pays. Puis pour ça, ça prend des leaders qui connectent ensemble. Donc, posons-nous la question, est-ce qu'on a ça? Puis la réponse, selon moi, c'est évident que non. Puis on a eu tellement de démonstrations dernièrement de ça. Je pense qu'on prend notre confort pour une réalité stable, heu, quasi de façon intouchable. Mais rappelons-nous que le Canada, c'est énorme, presque pas de population, c'est extrêmement mou, c'est pas une culture de protection de territoire, c'est pas une culture comme ça, on n'est pas leadé comme ça en plus. Puis on est dans un contexte où les ressources commencent à se faire rares. Le Canada, c'est un territoire qui déborde de ressources, déborde. On ne sait plus quoi faire de nos ressources, puis de notre territoire, puis de notre eau. Voilà ma pensée, entre autres, par rapport au Canada. Hem, L'autre chose, une chose qui a rapport directement avec la sexualité. Et là, je vais vous raconter quelque chose. Je ne pensais pas compter ça, mais je pense que ça illustre le propos à quelque part. Donc, il y a une dichotomie majeure entre le monde virtuel, flexible, idéatif, qui reflète n'importe quelle pulsion imaginaire, modifiable comme on veut, présentable comme on veut. Donc, il y a ce monde-là virtuel qui prend de plus en plus de place dans notre monde. Et parallèlement, il y a le malheureux monde physique, rempli de contraintes, de douleurs, de souffrances, de ressources limitées. C'est ça le monde physique. C'est extrêmement chiant. Ça fait chier toute la Terre, le monde physique. Mais on est encore là. Fait qu'évidemment, on veut s'échapper vers le monde virtuel, ce que je comprends. Je comprends à 100%. Parce que le monde physique, c'est souffrant. OK. Mais est-ce qu'on a les moyens de réellement nier le monde physique au profit de des idéations virtuelles ou juste des idées qu'on a, qu'on peut juste créer comme on veut? Ben, il semble que non, parce que non seulement la maladie mentale, le taux de dépression et d'anxiété augmente et c'est corrélé justement au monde virtuel, directement corrélé, particulièrement les plus jeunes générations. Et on n'a pas encore l'éducation slash le leadership pour concilier le monde réel, rempli de contraintes et de ressources limitées, et le monde virtuel. On n'a pas cette formule-là pour l'instant, puis elle n'arrivera pas toute seule.
Puis pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en ce moment, il y a une contradiction entre le monde virtuel, cette déconnexion-là. Autant quand je parle d'idéologie, pour moi, ça rentre dans du virtuel. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ce sont des idées préfaites, quasi religieuses, sur des façons de voir le monde, principalement en dichotomisant oppresseur-opprimé, puis après ça, on enrobe sur toutes sortes de valeurs qui n'ont aucun espèce de sens. Vous les connaissez, fait que je ne repenserai pas là-dessus aujourd'hui. Et là, il y a la vraie vie qui nous tape en pleine face et qui est dure. La guerre, c'est une chose, mais c'est dur au quotidien d'une façon, je dirais, insidieuse. Et voici l'exemple que j'ai le goût de vous présenter. D'où la sexualité. Je parlais à une fille, une jeune femme, c'est plus une fille, c'est une jeune femme, 26 ans. Et elle me confie qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle. C'est 100% de l'inconnu. Elle n'a jamais eu aucun contact sexuel, c'est-à-dire aucun geste, elle n'a pas participé à aucune activité de nature, je dirais, sexualisée, sexuelle. OK? Donc, tout le monde du sexe, là, c'est zéro expérience. Zéro. Elle n'a eu aucun chum, aucune relation intime, aucune expérience sexuelle, aucune intimité sexuelle. Vous allez me dire, ah, OK, fait qu'elle est vierge à 26 ans. OK, bon, wow, c'est un peu spécial. Ça se peut. Absolument, ça se peut. C'est pas bien ou pas bien, c'est pas du tout ça la question, c'est qu'est-ce qui explique ça pour elle, par exemple? Parce qu'il y en a des personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, même à 25 ans, 26 ans, 30 ans, je veux dire, ça existe. Mais lorsqu'un humain est privé d'intimité en général, d'intimité interpersonnelle, dont l'intimité sexuelle, il faut se poser la question, quel facteur empêche ça? La plupart de ces situations-là, il y a des facteurs, je dirais, sérieusement handicapants qui font obstacle à ça. Comme par exemple des handicaps, comme par exemple des traumas, comme par exemple des personnes qui souffrent d'anxiété sociale élevée, comme des personnes qui sont extrêmement religieuses, par exemple, ou qui ne veulent pas aller dans des relations sexuelles avant le mariage et tout ça. Il y a des facteurs qui expliquent, on fait, ben oui, cette intimité-là sexuelle, par exemple, peut être plus difficile ou inhibée ou empêchée, dépendamment de la raison. Il existe des facteurs. OK. La personne que j'ai devant moi, cette fille-là, n'a aucun de ces facteurs-là. Il n'y a pas de facteur, je dirais, clair qui empêche cette fille-là d'avoir une relation sexuelle ou d'avoir un partenaire, un chum, comme on dit, OK? Elle n'est pas religieuse, elle veut avoir un chum. Donc ça, c'est un point important. C'est pas elle veut rien savoir de ça, là. C'est son désir. Elle veut avoir un chum. Elle veut avoir une relation sexuelle avec un gars. Là, vous allez me dire: «Oui, mais il y a des gens qui veulent bien des choses, mais c'est comme ça va être plus difficile pour certaines personnes», dépendamment de toutes sortes de choses, dont la physionomie, dont les critères physiques. Il y a des critères physiques qui plaisent moins, qui sont moins populaires, puis oui, ça joue. Mais dans le cas de cette fille-là, c'est une super belle fille, là. Je veux dire, j'allais me mélanger avec le mot superbe. Elle est superbe, c'est une super belle fille. Mais vraiment là, OK? Je dis, il y a pas de c'est pas une question de goût, là, vraiment. Il y a pas rien de physique, là, qui empêche ça, là, de dire: «Ouais, mais elle plaît à personne». Non, non, on n'est pas là. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez dire: «Ah OK, il y a plein de raisons possibles». OK, mais la question aussi, c'est est-ce qu'elle est toute seule dans sa situation? Et là, en lui parlant, je lui pose des questions. Je dis: «Bon, est-ce que tu vois quelqu'un?» Je lui dis: Est-ce que ça t'intéresse, rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu vois quelqu'un?» Et là, elle me parle de sa façon d'être en contact avec les autres, par exemple. OK, avec les gars, par exemple. Elle est hétérosexuelle. Bon, c'est les gars qui l'intéressent. OK. Ben, parle-moi de ça, comment ça marche? Je veux dire, une date, tout ça. Je veux dire, tu as 26 ans, tu es magnifique, tu veux être en couple, tu es intelligente. Hey, c'est parce que là, explique-moi ça.
Et là, écoutez-moi bien, là, je vais essayer de vous l'expliquer parce que je ne sais pas si je vais être capable de vous l'expliquer pour que vous le compreniez vraiment bien, là, puis je me mets un peu vaincu d'avance, là, mais elle m'expliquait les mots qu'elle a utilisés pour m'expliquer comment que ça se passe avec le gars qui l'intéresse, là, parce qu'il y a un gas qui l'intéresse, OK? Mais là, j'ai dit: «Mais comment ça se passe avec lui?» Alors là, je l'écoute. Alors écoutez bien ça. La façon qu'elle m'explique ça, ce n'est qu'avec des mots impliquant des interfaces virtuelles. Là, vous allez me dire: «Ah ouais, tu sais, Tinder, c'est bien populaire». Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que cette fille-là, elle commence à me raconter son histoire avec ce gars-là, mais ces événements, les événements qui impliquent cette histoire-là ne sont que des événements virtuels sur différentes plateformes virtuelles. Et là, je vais essayer de vous faire un extrait qui va être pas bon parce qu'il faut vraiment être là, là. Puis comme je vous dis là, c'est très sérieux là, ce qu'elle me dit. Elle me dit quelque chose comme attends, je l'ai c'est tellement pas moi là. Elle dit comme: «Ouais, ben là, je l'ai comme follow sur Instagram, puis là, j'ai liké son post, mais là, j'ai vu qu'il avait liké. Fait que là, j'ai fait un DM, direct message, OK? Puis j'ai fait un DM, fait que j'ai envoyé ça, mais c'est environ 4 lignes, mais tu sais, j'ai dit ça, j'ai envoyé tel émoticône, puis là, je l'ai envoyé. Puis là, je l'ai checké un petit peu plus tard, puis là, j'ai vu qu'il avait vu mon message, mais il n'avait pas reply. Fait que là, il m'a envoyé une photo, il m'a dit qu'il était au travail, fait que j'ai eu la photo, je l'ai liké, mais en même temps, j'ai vu qu'il avait posté quelque chose qui était avec quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai vu que dans le fond, 1 heure de ça. Ça, c'est rien que le petit bout Instagram, là. Puis vous devez comprendre qu'elle est sérieuse. Elle est profondément torturée sur quelle décision prendre, puis comment interpréter tous les signes visibles sur l'interface. Là, on est juste à Instagram. Comment interpréter ça? Mais là, il l'a vu. OK, mais qu'est-ce qu'il se dit? Mais là, je l'ai juste poké, je vais Hey! Puis là, j'ai entendu, mais là, il m'a répondu. Donc, elle réfléchit. Ça fait 7 mois que ce va-et-vient-là sur les plateformes de médias sociaux vont. Puis là, je lui dis: «OK, mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que ouais, on s'est vu à un moment donné». Parfait. Fait que qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie? Je sais pas, rien à dire, c'est flou, on ne sait pas trop. C'est revenu dans les médias sociaux, on ne sait pas trop. Ça fait 6 mois qu'elle se torture avec ça. Elle veut ce gars-là, là, OK? Là, ça se peut que vous vous dites: «Ouais, mais OK, elle est bizarre, puis bon, c'est pas tout le monde qui est comme ça». Alors voici la réalité. Ceci représente la tendance générale des personnes nées en 1995 et après. Les relations interpersonnelles, ça ressemble à ça. Puis j'ai lu des études, là-dessus, puis on me le décrivait, mais c'est la première fois que je me suis assis avec quelqu'un pour dire: «OK, toi, tu as jamais eu de relation sexuelle à ton âge, puis tu veux en avoir, puis tu es désespéré pour ça, puis c'est impossible». Puis elle me le jure, c'est impossible. Elle me le jure, là. Comment c'est possible que toi, tu penses que ça soit impossible? J Mais je le vois, là, maintenant. Pourquoi je vous dis ça? C'est que cette personne-là, par exemple, que je décris, est prise dans un monde qui n'existe pas. Sa vie quotidienne, c'est ça. C'est une adaptation entière et totale en fonction de ce monde-là virtuel. Elle régule réellement ses relations et ses émotions avec ça. Puis elle a vraiment des attentes que ce qui va se passer dans ce monde-là virtuel se transpose comme par magie dans le monde réel. Parce que c'est une cause de souffrance. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va y avoir un export entre le monde virtuel qui est supposé correspondre à comme nous, mais pas vraiment en même temps, à la réalité. Parce qu'on vit toujours bien, pour l'instant, dans une réalité physique. On souffre dans notre corps comme dans une réalité physique. Et donc, il y a cet espoir-là qu'il va y avoir une espèce de passage d'une interface à l'autre,
qui arrive pas. Et effectivement, les données sont claires et vont dans le sens exact de ce dont j'ai été témoin puisque je vous parle aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont de moins en moins de rapports sociaux, sont de moins en moins à l'extérieur de la maison, sont de moins en moins en train de faire des activités physiques, ont pas ou presque plus de relations sexuelles. L'adolescence s'étire, c'est-à-dire tous les symptômes de l'âge adulte est rendu 10 ans plus tard maintenant, entre 7 à 10 ans plus tard. Donc, il y a un prolongement de l'adolescence slash de l'enfance de plus en plus loin. Donc, les gens s'attardent dans une espèce d'hybride où on ne sont pas encore dans ce qu'on appelle l'âge adulte ou qu'on peut appeler à tort ou à raison la vie réelle avec les responsabilités et les interactions humaines. Donc, en ce moment, plus la technologie avance et plus les courants avancent, plus le style d'éducation avance, ce refuge-là dans un monde qui n'existe pas, qui est un monde virtuel, c'est là où notre système émotionnel met nos espoirs et nos aspirations. On ne peut pas être en plus grande contradiction que ce phénomène-là avec se faire envahir par notre pays voisin puis se faire écraser par des tanks. On ne peut pas avoir plus une espèce de dissonance cognitive par rapport à ça. Il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour être dans un monde virtuel qui peut avoir des avantages, tout à fait, et rester connecté sur des enjeux humains réels. Et en ce moment, on est probablement dans un des pires pays qui fait la promotion de tout, de tout sauf ce dont on doit, euh, ce qu'on doit garder en priorité dans une société composée d'humains dans la réalité. Voilà, c'était mon introduction. C'est on a du pain sur la planche, hein. On a du pain sur la planche, les amis. Puis j'espère qu'on va pouvoir apprendre de ce qui se passe. Puis j'espère qu'on va se poser les bonnes questions lorsqu'on voit la réelle souffrance humaine dans la vraie vie pour venir aux choses qui sont réelles et faire la différence entre la réalité et la fiction. Parce qu'on est des très, très grands fans de fiction en ce moment. L'autre chose, parlant de fiction, on essaie de résoudre des enjeux hyper complexes présentement, comme par exemple le climat, qui est ni plus ni moins tout, avec des gens et avec la prochaine génération qui ne peuvent pas avoir une conversation et qui ont de la difficulté à entrer en relation, puis en relation intime, qui ont de la difficulté à aller vers la sexualité. Fait que ça, c'est avec ça qu'on va trouver des solutions hyper concrètes et claires pour rien de moins que le climat planétaire. On nage dans le rêve, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi ce que je fais très personnellement, puis les lives qu'on fait en ce moment sont hautement importants pour moi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est dans notre corps, on a toujours nos décisions à prendre, on a toujours nos émotions, on a un temps de vie limité, on a plein de potentiel, on a plein de décisions à prendre. Et ceci doit être le centre de nos préoccupations avant de commencer à quitter la planète Terre et aller sur de l'idéation, puis aller sauver sur des choses qui nous échappent à 100%, qui sont le miroir de marketing et d'agenda, puis de choses qui sont absolument intangibles. Il faut commencer par la base. Et cette base-là, on s'en éloigne euh, de plus en plus. Puis l'histoire dont je vous parle avec cette fille-là qui veut être en relation avec les autres et qui n'y parvient pas, c'est pas un cas isolé. Il faut comprendre ça. On ne parle pas d'une espèce d'aberration, là, d'un outlier statistique que ça représente personne. Je veux dire, ça représente une forte tendance qui s'accroît depuis déjà plus qu'une dizaine d'années. C'est pas un cas isolé. Maintenant, là,
Les plus jeunes générations ne s'appellent pas. Je ne sais pas si vous le savez, la notion d'appel téléphonique, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus d'improvisation dans la conversation au téléphone. Personne appelle personne. Le dialogue, c'est plus quelque chose. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. C'est plus la mode parler à ses amis. Savez-vous comment les plus jeunes générations font? Ils s'enregistrent par vidéo, puis ils envoient le vidéo. C'est par bout de vidéo, puis il y a des filtres, toutes sortes d'affaires dessus, là, mais c'est pas «faut que je te parle», puis là, on parle un bout de temps, puis on a une conversation. C'est carrément disparu ce processus-là dialogique. On envoie des bouts d'informations, puis souvent, c'est pas adressé à une personne. Mettons un groupe d'amis, tu vas avoir le groupe au complet, puis chacun envoie de l'info d'eux autres, des bouts, où tout le monde peut comme liker, répondre, haha, des choses comme ça. Mais du un à un, profond, par exemple, c'est hyper rare et c'est même plus comme ça. Il faut vraiment comprendre ça, là. Parce que si tu parles plus, tu es plus en possession de ton propre vécu. Si tu plus de dialogue, ça se fait plus. Tu peux plus vivre rien, là. Tu peux plus construire rien non plus. Puis ce qu'on voit, c'est justement une démotivation, un désengagement par rapport à toutes les formes d'engagement possibles. La mode, c'est d'être le moins engagé possible pour être un peu partout et libre. Donc, quand tu as un dialogue, c'est de l'engagement. Parce que quand tu dis quelque chose, il faut que ça représente toi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, idéalement, ça va être une prise de risque. Ça veut dire qu'il faut que tu l'assumes. Tu apprends ça où? Assumer quelque chose ou prendre un risque ou tu te dévoiles? C'est avec de la pratique. Il n'y a plus cette pratique-là. C'est Bref, ça va être intéressant de voir, ce qui va se passer parce qu'évidemment, il va y avoir des personnes qui, eux, vont parler, qui, eux vont s'exprimer et c'est eux qui vont mener la planète. C'est ceux qui sont capables d'être dans la réalité et c'est eux qui vont dire au reste de la planète quoi regarder et avec quoi se divertir. Donc, il va y avoir de plus en plus, et c'est déjà commencé, une segmentation de ceux qui sont capables de rester sur la planète Terre avec des vrais processus normaux et ceux qui sont complètement dans la sphère virtuelle, puis sont complètement à l'extérieur de leur propre corps puis de leur propre univers personnel.